Nouveau récit. On ne l'a jamais formalisé ainsi. Déjà parce que c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à privilégier le capital, sans forcément en fait parler des gens qui faisaient les entreprises et qui sont des employeurs, qui apportent des services et qui bouleversent aussi en fait la manière dont les gens vivent au quotidien. Alors, c'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux et les technos, on arrive davantage à mener ces transformations. Et probablement en fait que pour se distinguer davantage encore, il faut nommer les choses. Pour le coup, je rejoins à 200%. Les acteurs sociaux sont aussi des entreprises. Et c'est d'ailleurs là où Ashoka intervient. Donc tu l'as un petit peu présenté, mais peut-être que tu vas pouvoir le faire davantage et nous raconter en fait qui est Ashoka, depuis quand Ashoka existe et quel est son modèle dans le monde, et aussi parce que tu es sa directrice générale en France. Alors déjà, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire sur le fait que l'entreprise, c'est d'abord un corps social, en fait. Ouais. C'est d'abord des gens qui vont travailler dans ces entreprises-là et qui ont des vies. Et leur vie, elle ne s'arrête pas aux portes de leur bureau. Ils sont chargés de ce qui leur arrive tous les jours, mais on est héritier aussi d'une façon de percevoir les choses très silotée. Donc, on a l'impression que, Fouad qui bosse, c'est pas Fouad qui fait son jardin. Ben, si, en fait, c'est Fouad partout. Comme Elsa partout, tu vois, c'est la même chose, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est extrêmement exigeant sur la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que d'un seul coup, on redonne une couleur sociale, sociétale même, alors qu'elle l'a toujours eu. Tu prends Michelin à Clermont-Ferrand, qui avait des logements pour ses collaborateurs. Bon, il y avait, quand ces sociétés étaient gérées par des entrepreneurs qui les avaient montées, c'est pas tout à fait la même chose que la financiarisation de l'économie qui a apporté des mandataires à la tête de grandes entreprises, où là, ça a commencé à changer. On a commencé à valoriser beaucoup plus les bidas et les bénéfices qu'on pouvait réinjecter dans l'économie. Donc, il y a eu un petit changement de paradigme à ce moment-là, dans les années 80, fin 80, début 90, avec toute cette mondialisation qui a accéléré aussi la financiarisation de l'économie. Ashoka naît en 1981. D'un homme, c'est l'idée d'un homme formidable qui s'appelle Bill Drayton et qui est toujours à la tête de l'organisation internationale, suite à un voyage en Inde. Alors lui, son histoire, c'est un ancien partenaire chez McKinsey, donc consultant. Il avait travaillé aussi beaucoup dans l'administration Carter, du président Carter des États-Unis, sur tout le volet environnemental. Donc une sensibilité quand même assez importante dans les années 80. C'était pas tellement l'esprit, mais lui, c'était ce qu'il avait. C'est un grand marcheur, il aime beaucoup la montagne. Il marche encore tous les mois de septembre. Il est assez formidable, cet homme. Et c'est lui qui met dans la conversation le terme d'entrepreneur social dans les années 80, parce que suite à un voyage en Inde, il s'aperçoit en Inde qu'il y a des hommes et des femmes formidables qui, à l'échelle de leur communauté, règlent des problèmes de cette communauté, des problèmes sociétaux, des inégalités, l'accès à l'école, à l'eau, une alimentation durable. Et il se dit, bon sang, mais des gens comme ça, il y en a peut-être partout dans le monde. Si on les met en lumière, qu'on les accompagne, on va peut-être insuffler un grand mouvement de société positif, parce qu'une de ses grandes figures de proue, c'est Gandhi. D'accord. Il est absolument fan. D'ailleurs, il offre à certains de ses collaborateurs la bio de Gandhi, mais je sais pas, au moins un volume de 1200 pages. Moi, je l'ai reçu, c'était assez lourd. Mais voilà, il est habité de ça, en fait, de ces mouvements qui transforment la société. Donc, il a conceptualisé déjà l'entreprise sociale ou l'entrepreneur social. L'entrepreneur social. Ouais. À ce moment-là. Donc, il lance... d'ailleurs, Ashoka, c'est un terme indien. Ashoka, c'est un prince. Alors, c'est pas un prince, je ne saurais pas te dire, mais c'est un grand guerrier qui avait beaucoup de terres en Inde et qui était un horrible bonhomme qui trucidait tout le monde, un grand guerrier sanguinaire, vraiment une réputation horrible. Et puis, en fait, un jour, il voit tous ces morts, tout ce qu'il crée pour être constamment en conquête de nouveaux territoires, de nouvelles populations. Et puis, il se dit, c'est pas possible, ma vie ne peut pas être ça. Et là, pouf, forme d'épiphanie, il se convertit lui-même en se disant, maintenant, je ne veux faire que le bien. Et il commence à installer des gouvernances alternatives, à écouter ce que dit son peuple, à être beaucoup moins dans une notion très, très descendante, tu vois, de rapport entre les gens. Donc Ashoka, c'est ça, c'est aussi l'arbre sous lequel Bouddha va réfléchir. Ça veut aussi dire un peu résilience, tu vois, issu aussi de ce parcours de roi guerrier, là. Donc il a voulu appeler son association Ashoka en référence, en fait, à ça, pour montrer, voilà, ces changements de paradigme peuvent exister. Et 42 ans après, Ashoka est donc présent dans 93 pays du monde, en fédérant 4000 entrepreneurs sociaux, donc ces fameux hommes et femmes dont je parlais initialement qu'il a rencontrés en Inde. En France, ils sont 80.
Parce qu'Ashoka en France existe depuis bientôt 20 ans. Donc l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'Ashoka existe en France. L'objectif, c'est d'identifier des acteurs de changement, des hommes et des femmes qui s'attaquent à un problème de société, à la racine du problème de société, et moins en mode curatif. Ils vont allier le curatif et le préventif pour régler un sujet de société. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les associations, l'image qu'on en a, c'est très symptôme. On va soigner le symptôme. Je prends par exemple les Restos du Cœur qui sont éminemment structurants et importants dans notre société. Je ne reviens absolument pas là-dessus. Les Restos du Cœur donnent des repas à des gens qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Mais pour autant, ne travaillent pas, parce qu'il y a d'autres choses à faire, sur comment on fait pour arrêter le problème de la précarité alimentaire en France. Comment est-ce possible qu'en 83, quand Coluche lance les Restos du Cœur, c'est pour financer 3000 repas par jour, et que 35 ans après, c'est 400 000 ? Tu vois, c'est pas normal ça non plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc, on va regarder des entrepreneurs sociaux qui, eux, vont avoir une manière de s'attaquer à un problème par la cause, en tout cas par une des causes qu'on appelle racine de ce problème-là. Ensuite, donc on les finance pendant 3 ans. D'accord. On leur octroie une bourse. La plupart du temps, c'est des gens qui, en tout cas, on essaie d'aller regarder des parcours atypiques, qui ne font pas ça à 100% de leur temps. Ils ont besoin aussi, pour gagner leur vie, pour vivre, de cumuler d'autres emplois. Donc la bourse qu'on leur octroie leur permet de se consacrer 100% à leur activité pour vraiment développer leur solution à un problème systémique. Donc c'est souvent en fait des entrepreneurs qui en sont plutôt au point de départ, au début de leur activité ? Non, alors... Il faut déjà qu'il y ait une forme d'impact qui ait été démontrée quand même pour nous. Que la théorie soit passée à la pratique quand même un petit peu. Donc ça ne va pas être de l'amorçage, ça ne va pas être des gens qui montent leur association, ni des gens qui ont 2 ans, sauf s'ils ont un impact majeur au bout de 2 ans, ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Parce que quand tu t'attaques à un changement de système, ça ne te prend pas 2 ans de changer, en tout cas d'avoir déjà un impact significatif sur la transformation d'une mentalité, d'une représentation. Je pense à Singa, par exemple, qui travaille sur la représentation des migrants. Et qui veut montrer que les migrants sont une opportunité pour un pays en valorisant l'aspect entrepreneurial des migrants. Tu vois, il va falloir des petites générations quand même pour bien comprendre l'importance que la migration peut avoir dans certains pays. Ou même Nolwenn. Ça fait des années et des années et des années en fait que l'immigration en fait est un sujet en France et d'ailleurs dans tous les pays et qu'on n'a pas du tout avancé sur. Et un sujet perçu d'une certaine façon. Une représentation qu'on cale dans la tête des gens qui fait que ça devient un truc, comme une image d'Épinal qui est ancrée en fait. Donc comment tu enlèves ça ? Et Singa travaille beaucoup là-dessus. Alors tu as parlé en fait d'un nom qui sonne doux à mon oreille. Nolwenn, bien sûr. On renvoie à l'écoute. Très bien, j'aime ce genre de réflexe. Bien sûr. Nolwenn, effectivement, un Fèvre qu'on a interviewé à Nouveau Récit, effectivement, et qui m'a donné l'idée de t'inviter. Je la remercie. Présidente, je l'embrasse. Et fondatrice des Petits Doudous, et donc qui est fellow d'Ashoka. Absolument, depuis, je crois, une petite dizaine d'années. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble, elle corrigera. C'est quoi la durée, d'ailleurs, en fait, d'accompagnement à vie, si tu restes à la tête de ton projet. Oui, parce que c'est individuel, c'est pas la structure en fait qui est accompagnée. C'est la personne, Alors, on peut élargir un peu les choses, c'est-à-dire que nous... À partir du moment où tu es quand même sur des entrepreneurs qui ont une vocation à transformer le système, quand ils décident de passer la main, ce qui est assez rare, moi, j'aime quand même bien continuer à suivre la structure parce que l'objectif, c'est qu'elle soit pérenne. Il n'y a rien de pire qu'une structure qui s'arrête parce que son fondateur est parti. Et alors qu'il y avait un impact qui était déjà mesurable, quoi. Comment on fait justement dans ces structures pour que l'institution, la structure en elle-même, survive justement aux hommes et que, au final, ça devienne, et tu l'as évoqué, un véritable organe vivant, autonome, indépendant, comme aujourd'hui les institutions publiques, en fait, comme une collectivité ou un État, en fait, arrive à survivre et puis les gens passent et se remplacent au gré de l'actualité, des élections, etc. Et on fait comment, en fait, au sein d'une structure qui a une visée sociale ? Je peux te parler de ce que j'essaie de faire moi chez Ashoka France. Je ne peux pas parler à la place de Nolwenn ou à la place de Marie Trélucane sur Unicité ou Franck Billot chez Réseau Ecohabitat. Je pars du principe qu'un leader durable, c'est un leader éphémère, c'est-à-dire qu'il va être aussi dans un souci de transmission auprès de son équipe régulièrement, parce que ce qui compte, c'est la vision, la mission, davantage que les hommes et les femmes qui peuvent réaliser cette vision-là.
C'est pas simple, hein, parce qu'on a tous envie de nourrir notre petit narcisse aussi, et on est très content de se dire que si on est arrivé là, c'est grâce à moi, toi, machin, etc. La réalité, c'est qu'en fait, on est de passage quand même. Et ça, tu vois, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps parce qu'on a tendance à l'oublier. On est de passage, donc on est un maillon d'une chaîne. Et si l'objectif, c'est de faire en sorte de faire advenir une société qui soit plus juste et plus durable, notre objectif, c'est de la faire advenir, cette société, et pas de nous faire advenir à travers cette société. Alors, je te dis ça, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres parce que les blessures personnelles, les affronts, l'énergie dépensée, et on n'est pas tous égaux devant la manière de dépenser de l'énergie pour faire un projet. Mais moi, je dirais que c'est vraiment un leader qui va être en transmission, qui va savoir bien s'entourer. Ça, c'est fondamental. Et bien s'entourer, ça veut dire non seulement d'un point de vue organique dans sa structure, mais aussi auprès des structures d'accompagnement. Et c'est là où Ashoka joue un rôle auprès des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, parce que ce sujet de la transmission, pour faire en sorte que l'impact systémique il soit réel, c'est-à-dire qu'on transforme la société profondément, on le rappelle régulièrement en fait à l'entrepreneur social, déjà en lui expliquant que il faut qu'il prenne soin de lui. Donc prendre soin de lui, ça passe par déléguer aussi. Ouais, donc ça, c'est fondamental, déléguer. Et puis moi je pars du principe que celui qui fait a toujours raison. Donc ce sera jamais fait comme toi tu l'aurais fait, mais il a fait. Donc il y a un moment, c'est ça qui compte, et on ne peut pas être partout. Et c'est aussi comme ça qu'on donne de l'autonomie et qu'on met en place une forme d'héritage de la mission qu'on a envie d'accomplir au sein d'une équipe qui est en constant mouvement, comme tout.